Salvador Allende. Allende was democracy, hypocrisy, it bothers me. Dopo farmi un ritratto in seppia come Allende. A Chile, Attentat, viele Tote, Allende starb. Remember Allende in the days before the army came. Das Morden geht noch weiter, Salvador Allende. Soy la valentía del chileno consecuente, gritando Allende, el pueblo te defiende. Si quieren volver el sucio les espera, resistiré con mi fusil como Allende en la moneda. Le fusil d'Allende, la camisa de Allende. Allende, Allende, Allende. With Salvador Allende, I'm super antimonio. Allende. Ok. C'est qui ce type, Salvador Allende? Si on raconte rapidement l'histoire, c'est celle d'un Chilien qui va devenir président de la République en 1970 et qui va mettre en place d'énormes réformes sociales en faveur des classes populaires. 3 ans plus tard, en 1973, l'armée, soutenue par tous les partis de la droite chilienne et par les États-Unis, évidemment, toujours, va faire un coup d'État dans lequel Allende va mourir et va mettre en place une dictature militaire dirigée par un type qui s'appelle Pinochet, qui va durer jusqu'en 90 et sous laquelle il y aura des dizaines de milliers de torturés, d'assassinés, de disparus. Alors ça, c'est l'histoire courte, celle qui a fait d'Allende un martyr de la gauche. Mais en réalité, si on creuse un petit peu plus, il s'avère que cette expérience historique, elle peut nous apprendre pas mal de choses, ou elle peut nous apporter pas mal d'éléments de réponse à des questions qui sont encore d'actualité aujourd'hui, et des questions en fait intemporelles. Est-ce qu'on peut réussir à véritablement changer la société en passant par les urnes, contrairement à faire une révolution? Comment on fait véritablement pour changer une société? Est-ce que ça passe par des lois? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la réaction? Il y en aura toujours une qui va se mettre en travers de la route. Et qu'est-ce qu'on peut lui opposer? Comment on peut lutter contre elle? Mais pour comprendre les éléments de réponse qu'Allende apporte à ces questions, il faut revenir vachement en arrière, il faut revenir au début du XXe siècle, là où débute la dynamique qui va porter Allende à la présidence de la République. Cool. Ok, boum, le Chili, il est là, il est grand, il est un peu maigrichon, mais on l'aime quand même. Au XIXe siècle, le Chili, il est rempli, mais alors rempli de paysans. Surtout en bas. Premier élément perturbateur, au début du XXe siècle, on passe d'une économie rurale à une économie industrielle. Ce qui veut dire qu'être paysan, même si on est un paysan hyper sexy, bah c'est pas suffisant pour mourir. Le nouveau métier à la mode, c'est ouvrier. Oui, parce qu'au Chili, il y a plein de paysans, mais il y a aussi plein de cuivre. Surtout en haut. Du coup, à cette période, on creuse plein de mines qui recrutent plein de mineurs et qui sont payés au lance-pierre. C'est précisément ce changement-là, passer d'une société agraire avec des paysans et des fermiers à une société industrielle avec des ouvriers et des usines, qui lance toute la dynamique qui mènera Allende au pouvoir. Si on veut dater vraiment précisément les choses, on peut le dire en gros 1907, avec un événement qui va durablement marquer et traumatiser le pays. En 1907, les travailleurs de plusieurs mines du nord du pays se mettent en grève, plutôt s'arrêtent de travailler, parce qu'il n'y a pas encore de vraie grève, traversent le désert à pied, et ils se rassemblent à Iquique, la ville où siègent les compagnies qui possèdent les mines. Ils veulent négocier de meilleures conditions de travail. Pendant le temps des négociations, les autorités de la ville les autorisent à résider dans l'école Domingo Santa Maria. Mais le gouvernement dit appelle l'armée, qui rentre dans l'école et qui massacre absolument tout le monde. En quelques heures, on a 2000 morts, dont des femmes et des enfants, et dont les cadavres sont jetés en vrac dans des fosses publiques. Ce massacre, le massacre de l'école Santa Maria, c'est un énorme traumatisme qui change durablement la manière dont les travailleurs se perçoivent et perçoivent le reste de la société. Ils prennent d'un coup conscience que même s'ils viennent de régions différentes, ils partagent la même condition. Ils sont exploités partout de la même manière, par les mêmes personnes, ou plutôt par la même classe de personnes, et ils partagent le même destin, c'est-à-dire ne pas trop l'ouvrir, sinon tu te fais au mieux virer et au pire assassiner. C'est suite à ce massacre que naît le mouvement ouvrier au Chili, mouvement qui 60 ans plus tard va porter Allende à la présidence de la République. Mais bon, on prend notre temps, on reste encore un petit peu au début du XXe siècle. Dans les années 30, il y a un nouveau changement, plutôt il y a 2 nouveaux changements. D'un côté, l'apparition des classes moyennes, qui travaillent principalement dans l'administration, et de l'autre côté, les classes populaires se paupérisent encore plus, elles plongent encore plus dans la pauvreté, pour plusieurs raisons. Au nord, on a des mines qui ferment, ce qui force les paysans à venir en ville chercher du travail. Et dans le sud, on a des fermes qui ferment, ce qui force les paysans à venir en ville chercher du travail. Et cette population, en particulier les mineurs, elle descend en ville avec dans ses bagages une culture et une expérience des luttes politiques et sociales.
Et donc, c'est à ce moment-là que le mouvement ouvrier va vraiment se structurer au Chili. On a la naissance du Parti communiste du Chili, on a la naissance du Parti socialiste du Chili, avec dans ses fondateurs un jeune homme pimpant de 25 ans qui répond au doux nom de Salvador Allende. Et puis on a aussi la naissance de la CUT, qui va devenir très vite le principal syndicat du pays. Mais c'est pas la seule conséquence de l'exode rural. En 60 ans, le nombre de gens qui habitent en ville, il est multiplié par 5 au Chili. Ce qui fait qu'on a une énorme crise du logement. Et donc, dans les années 30, on invente des nouvelles formes de lutte, notamment la toma, qui est l'occupation illégale d'un terrain par des familles qui n'ont pas de logement et qui veulent l'utiliser pour construire elles-mêmes des habitations. La toma la plus connue, c'est la toma de la Victoria. On est en 1958, et en plein hiver, pendant la nuit, il y a plus de 2000 familles qui décident de quitter leur bidonville et d'occuper un gigantesque terrain vague à Santiago. Elles occupent ce terrain plusieurs semaines avant que le gouvernement cède et les laisse s'installer. Elles construisent de leurs mains tout un quartier qui fonctionne sur un mode autogestionnaire, avec masse d'associations et la mise en place de vraies politiques sociales au niveau de la communauté. Bref, à partir des années 30, que ce soit dans les partis, les syndicats ou dans la vie quotidienne, on a une vraie politisation de la société chilienne. C'est-à-dire qu'on quitte une vision naturaliste du monde où les choses sont telles qu'elles sont restées comme ça, et on commence à interroger ce qui était auparavant impensé. Par exemple, on se demande si c'est vraiment normal qu'un tiers des paysans soient au chômage. On se dit, tiens, est-ce que franchement, c'est vraiment obligatoire que 60% des Chiliens perçoivent 17% du revenu national, alors que les 2% les plus élevés en perçoivent près de la moitié. Donc on réfléchit à ce qui est à l'origine de ça, et on se rend compte que les inégalités, les injustices, elles sont pas naturelles, elles sont le résultat de choix politiques. Ce qui implique qu'on peut très bien décider de faire autrement. Quand on a intégré ça, l'étape d'après, c'est d'entrer en lutte. Et dans le Chili des années 60, on lutte contre deux grandes figures, les Muñoz et le Gringo. Alors le Gringo, c'est la figure extérieure, c'est l'américain. Celui qui possède les exploitations agricoles, les mines, qui exploite les travailleurs chiliens pour son profit personnel, et qui en plus fait de l'ingérence politique permanente en payant des politiciens, en finançant des journaux, etc. Bref, derrière la figure du Gringo, il y a la lutte contre ce qu'on appelle l'impérialisme. La seconde figure, elle est intérieure, c'est les Muñoz, c'est les momies. C'est la bourgeoisie chilienne, celle qui possède les entreprises et qui lutte contre le mouvement ouvrier, et qui au passage se fait une masse de thunes. No atenernos a la disposición de los momios, que única y exclusivamente lo que ellos decían es ahogarnos, asfixiarnos, aprovechando la oportunidad de que los norteamericanos quieren pisotear nuestra dignidad de chilenos, ellos también se embarcan. Dans les années 50-60, l'intensification de cette lutte, elle mène à une polarisation de la vie politique chilienne, qui se scinde en deux camps. Ceux qui veulent que les choses changent et ceux qui veulent conserver le statu quo. Ça, c'est vraiment la caractéristique principale du Chili d'avant Allende. Nosotros creemos que definitivamente una u otra elección más no van a solucionar el problema para evitar el enfrentamiento. El enfrentamiento es inevitable y fundamental. De todas maneras se va a dar, porque en este instante se están polarizando cada vez más, ¿cierto?, las clases. De un lado la burguesía, ¿cierto? Y de otro lado el proletariado. Y este enfrentamiento se va a tener que dar. La position du centre n'est plus tenable, on doit choisir son camp. Par exemple, c'est le choix que doit faire Démocratie chrétienne, qui est le principal parti du centre, qu'on va appeler DC à partir de maintenant, et dont on reparlera un peu plus tard. Globalement, Démocratie chrétienne, elle représente les classes moyennes, et elle s'appuie sur les valeurs chrétiennes pour promouvoir des politiques qui sont gentiment sociales, en tout cas dans les années 60. Démocratie chrétienne répond à cette polarisation en penchant à droite, ce qui entraîne le départ de son aile gauche qui se barre pour fonder un nouveau parti. Et c'est pas le seul parti du centre à qui ça arrive. Donc il y a polarisation, mais il y a aussi radicalisation de la vie politique chilienne. Face à la montée en puissance de la gauche, la droite glisse encore plus à droite. En l'occurrence, le parti conservateur et le parti libéral fusionnent avec un autre troisième parti qui s'appelle Action Nationale pour former le Parti National, parti qui est pas mal à droite, d'autant plus du
fait que l'Action nationale, c'est un parti vraiment d'extrême droite. Autre manifestation, celle de la droite, du Parti national. Autre public aussi. Ce sont les grands bourgeois de Santiago, les privilégiés d'hier qui, dans le régime actuel, ont tout à perdre, rien à gagner. Le prix d'une plus grande justice sociale, de la lutte contre le sous-développement, ce sont eux qui vont le payer, et ils le savent. Les aînés respectables se retrouvent avec les jeunes gens habillés à la mode, les hippies fortunés et les motards pour dire leur horreur du pouvoir socialo-communiste. Les dirigeants du parti ne s'embarrassent pas d'un programme électoral. Toute sa campagne en appelle à la croisade anticommuniste. Ces organisations de choc portent casques et matraques, défilent au pas sur des rythmes martiaux, relents de la tentation fasciste que connut aussi l'Amérique latine. Et puis il y a une partie de la gauche qui considère que vouloir passer par des élections pour changer la société est voué à l'échec, étant donné que les institutions électorales, notamment, ont été pensées et construites par les momios à leur avantage. C'est comme ça que naît le MIR, un parti d'extrême gauche qui prône l'action directe, contrairement au Parti socialiste et au Parti communiste, qui eux restent dans le cadre institutionnel. Même l'Église se radicalise. C'est à cette période, en Amérique du Sud, que naît la théologie de la libération, qui repose sur l'idée que la situation des pauvres n'est pas voulue par Dieu, mais est un choix des hommes, et que, à ce titre, la priorité de l'Église et des croyants devrait être la lutte contre la pauvreté. Bref, le paysage politique se reconfigure dramatiquement dans les années 60, et toutes ces tensions vont se cristalliser dans les élections présidentielles de 1970.